La pluie s'abattait sur Willow Creek, comme une vengeance céleste, un déluge qui semblait décidé à noyer le petit village niché dans un creux de colline sombre, où les pines se dressaient comme des sentinelles muettes. C'était la nuit du 12 octobre 2013, et les rues d'ordinaire paisibles s'étaient muées en rivières noires, leurs eaux tumultueuses réfléchissant les lueurs vacillantes des réverbères, qui clignotaient sous les assauts du vent. Les branches craquaient, les volets claquaient, et l'air portait une odeur d'humus humide mêlée d'une note âcre, comme si la terre elle-même exhalait un secret. Dans la maison à 2 étages de la rue Maple, la famille Thompson était prisonnière de cette tempête, chacun luttant contre une angoisse sourde, inexplicable. Emily Thompson, 7 ans, reposait dans son lit, ses boucles brunes éparpillées sur l'oreiller comme les pétales d'une fleur fanée. Ses yeux, pétillants de curiosité le jour, étaient clos. Piégé dans un sommeil agité, ses petites mains serrant Monsieur Flopsy, un lapin en peluche dont l'œil de bouton droit pendait, retenu par un fil usé, comme s'il observait la pièce avec méfiance. La chambre d'Émilie était un refuge d'innocence, des murs roses couverts d'autocollants d'étoiles fluorescentes qui diffusaient une lueur pâle, un plancher de bois ancien grinçant sous chaque pas, et une étagère ployant sous des livres cornés, le jardin secret. La toile de Charlotte, leur page marquée par les doigts d'Émilie, qui aimait souligner ses passages préférés avec des crayons de couleur. Sur son bureau, un dessin inachevé d'un jardin de fleurs éclatantes, trônait parmi des crayons éparpillés, le violet vif dominant, comme une signature. La fenêtre, vieille et mal ajustée, claquait dans son cadre, laissant entrer des rafales glacées qui faisaient danser les rideaux de dentelle comme des spectres. Chaque coup de tonnerre retentissait comme une détonation, secouant la maison jusqu'à ses fondations, et Émilie, à demi éveillée, se blottissait sous ses couvertures, son cœur battant à l'unisson avec la tempête, tandis que le vent semblait murmurer son nom. En bas, Laura et Mark Thompson étaient séparés par un abîme invisible, plus vaste que les murs de leur foyer. Laura, bibliothécaire à la voix douce, capable d'apaiser les enfants les plus turbulents, était assise dans le salon, ses aiguilles à tricoter cliquetant avec une précision presque mécanique sur une écharpe violette, destinée à Émilie. C'était un cadeau pour le festival scolaire, où Émilie, avec son rire cristallin qui évoquait des clochettes, devait jouer une fée, ses ailes en tulle scintillant sous les projecteurs. Mais ce soir-là, Laura ne parvenait pas à se concentrer. Ses yeux dérivaient vers la fenêtre, où la tempête semblait vivante, ses éclairs illuminant la cour en flash stroboscopique, révélant des formes indistinctes, des branches tordues, ou peut-être une silhouette immobile, tapie dans l'ombre. Il était 22h47, et un frisson la traversa non pas de froid, mais d'une intuition qu'elle ne pouvait nommer. Elle fredonnait une berceuse, un air hérité de sa mère, tentant de noyer le rugissement du vent, mais sa voix tremblait, chaque note hésitante, comme si elle craignait de réveiller quelque chose. Mark, mécanicien aux mains perpétuellement tachées de graisse, était dans la cuisine, vérifiant les verrous de la porte arrière pour la 5e fois. C'était un rituel absurde dans un village comme Willow Creek, où le pire crime était le vol de quelques pommes par le vieux monsieur Jenkins, dans le verger des Wilson. Pourtant, ce soir, Mark ressentait une oppression dans la poitrine, une lourdeur qui rendait chaque inspiration laborieuse. Ses bottes résonnaient sur le linoléum usé, et son ombre, projetée par une ampoule vacillante, semblait se tordre, comme si elle cherchait à s'échapper. Willow Creek était un lieu de confiance, où les portes restaient déverrouillées, où les voisins échangeaient des saluts depuis leur porche. Mais cette nuit-là, le village semblait retenir son souffle, comme s'il savait qu'un fil invisible était sur le point de se rompre. La chambre d'Émilie était une île de silence au cœur du tumulte. Elle s'était endormie d'un sommeil inquiet, ses rêves un kaléidoscope de jardins secrets, de portes closes et d'une voix indistincte qui l'appelait. Après minuit, le vent atteignit un crescendo fébrile, martelant la fenêtre avec une violence qui faisait vibrer le cadre. Un éclair zébra le ciel, illuminant la pièce et projetant des ombres dansantes, comme des mains griffues s'étendant sur les murs. Puis un son discret, presque imperceptible, se glissa entre les bourrasques. Un clic métallique, étouffé par le tambourinement de la pluie. Le loquet de la fenêtre, rongé par la rouille, céda. Une main gantée, invisible dans l'obscurité, poussa lentement la vitre, et un courant d'air glacé envahit la pièce, soulevant les rideaux comme des voiles funèbres. Une odeur étrange s'infiltra, un mélange d'humus et d'un relent métallique, comme du fer oxydé ou du sang séché, qui semblait s'accrocher à l'air. Émilie remua,
murmurant des mots incohérents, sa main serrant M. Flopsy si fort que ses jointures blanchirent, mais elle ne se réveilla pas. L'ombre à la fenêtre était humaine, mais dépourvue de visage, une silhouette noire découpée contre le chaos de la tempête. Elle bougea avec une lenteur délibérée, comme si chaque geste était chorégraphié. Le plancher craqua sous un poids mesuré, un son presque inaudible sous le vacarme extérieur. La moquette s'enfonça légèrement sous des bottes humides, laissant une trace infime, un cercle d'humidité qui s'évapora rapidement. M. Flopsy glissa des bras d'Émilie, tombant au sol avec un bruit sourd, son œil détaché fixant le plafond, comme un témoin muet. L'ombre se pencha sur le lit, et Émilie frissonna, sa respiration devenant hachée, mais le sommeil la retenait prisonnière. Un chuchotement si bas qu'il aurait pu être le vent, trancha le silence. « Chut, petite, c'est juste une aventure. Viens avec moi. » La fenêtre resta entr'ouverte, la pluie s'infiltrant, formant une flaque sur le rebord, qui scintillait comme un miroir brisé, captant un éclat fugace, un reflet d'acier peut-être, ou simplement la lumière d'un éclat. Mais dans ce reflet, quelque chose semblait bouger, une forme indistincte, comme un sourire sans visage. Le matin arriva dans une accalmie trompeuse, le ciel gris et lourd, la tempête épuisée mais laissant un sillage de branches cassées et de flaques profondes. Laura monta l'escalier, ses pas légers, l'esprit occupé par la routine quotidienne. Préparer un sandwich au beurre de cacahuète pour Émilie, lui rappeler de mettre son imperméable jaune orné de boutons en forme de coccinelle. Elle ouvrit la porte de la chambre, s'attendant à voir sa fille blottie sous les couvertures, un sourire ensommeillé illuminant son visage. Mais le lit était vide, les draps étaient en désordre, comme arrachés dans un geste précipité. M. Flops gisait face contre la moquette, son œil détaché regardant le néant, comme un accusateur silencieux. La fenêtre était entr'ouverte, le rebord dégoulinant d'eau, la pluie gouttant sur la moquette, qui semblait légèrement déplacée, une traînée subtile suggérant que quelque chose, ou quelqu'un avait été traîné. Un crayon violet roula lentement sur le bureau, s'arrêtant contre le dessin du jardin, sa pointe usée luisant sous la lumière pâle, comme un indice abandonné. Une odeur persistante flottait, ce mélange métallique et humide, qui serra l'estomac de Laura, lui donnant un haut le cœur qu'elle ne comprenait pas. « Émilie » murmura-t-elle, la voix tremblante. Puis plus fort, un cri désespéré. « Émilie » Elle se précipita vers le placard, ouvrant les portes, avec une telle force qu'une peluche marionnette chuta, ses yeux de verre la fixant avec un rictus figé. Sous le lit, rien que de la poussière, une bille oubliée, et une ombre qui semblait s'étirer plus loin qu'elle n'aurait dû. Son cœur cognait à tout rompre tandis qu'elle courait à la salle de bain, au couloir, au grenier, ses appels devenant des hurlements qui déchiraient le silence de la maison. Marc, alerté par ses cris, la rejoignit, son visage blêmissant alors qu'il fouillait chaque recoin, sa voix se brisant en appelant le nom de leur fille. La fenêtre ouverte était une plaie béante dans la pièce, le loquet cassé une accusation. Marc remarqua une éraflure sur le rebord, une entaille fine, comme si une lame ou un outil pointu l'avait marqué, et un résidu collant, presque imperceptible, qui semblait briller sous la lumière. Il passa un doigt dessus, son cœur s'arrêtant. C'était poisseux, et une odeur métallique s'en dégageait, si faible qu'il douta de ses sangs. Il garda le silence, mais ses yeux rencontrèrent ceux de Laura, et un instant de terreur muette passa entre eux, comme s'ils partageaient la même pensée indicible. La police arriva en moins de 40 minutes, leur sirène déchirant le silence humide du matin. Le chef Harold Grayson, un homme au visage buriné par des décennies de service, entra dans la chambre d'Émilie avec un poids dans la poitrine. Il avait géré des vols de bicyclettes et des querelles de voisinage, mais ceci était différent, une menace qu'il ressentait dans ses yeux. La fenêtre ouverte, le loquet cassé, l'absence d'empreinte dans la boue du jardin en contrebas, tout hurlait un crime contre nature. La moquette montrait une traînée à peine visible, et Grayson nota une tache sombre, peut-être de l'eau, peut-être autre chose, qui s'était infiltrée dans les fibres. Il n'y avait aucun signe de lutte, mais un livre sur l'étagère. Le jardin secret était penché, comme si quelqu'un l'avait frôlé en hâte. Une page était marquée, un passage sur une porte cachée, et Grayson sentit un frisson inexplicable, comme si le livre lui parlait. Il remarqua aussi une fine fibre, violette, coincée dans l'interstice du loquet, presque invisible,
mais assortie à l'écharpe que Laura tricotait. Était-ce un hasard? Laura, accrochée à Marc, sanglotait, ses aiguilles tombées sur le canapé, l'écharpe violette, s'effilochant comme leur monde. Marc, les poings serrés, fixait le vide, sa colère bouillonnant sous un silence de pierre. Les voisins s'amassèrent dans la rue, leurs visages mêlant choc et peur, murmurant des hypothèses. Émilie s'était-elle enfuie? Était-ce une farce cruelle? Un enlèvement? À Willow Creek, l'idée d'un enlèvement semblait absurde. Un cauchemar appartenant aux grandes villes. Mais la fenêtre ouverte, le crayon violet, cette odeur métallique persistante, et maintenant cette fibre, formaient une histoire que personne ne voulait entendre. La recherche d'Émilie devint une obsession collective. Des volontaires trempés jusqu'aux os fouillèrent les bois denses autour de la rue Mapp. Leurs lampes torches perçant un brouillard matinal si épais qu'ils semblaient vivants, avalant leurs cris. Les chiens de recherche reniflaient le sol, mais la pluie avait effacé toute trace, et les bêtes semblaient nerveuses, gémissant et reculant devant certains endroits, comme si une présence invisible les repoussait. Un des chiens, un vieux beagle nommé Rusty, s'arrêta près d'un chêne noueux, aboyant frénétiquement sur une racine exposée, mais il ne trouvait rien, hormis une plume noire, brillante, qui semblait déplacée dans la boue. Des plongeurs sondèrent la rivière Willow, ses eaux troubles, ne révélant que des branches emmêlées, un vieux pneu crevé, et étrangement, une chaussure d'homme, usée, flottant à la surface comme un présage. Les affiches avec la photo d'Émilie, souriante à la kermesse scolaire, taches de rousseur sur les joues, yeux gris pétillants, une marguerite glissée derrière l'oreille, envahirent le village, placardés sur chaque poteau, chaque vitrine, mais la pluie les détrempait, faisant couler l'encre comme des larmes. Les médias débarquèrent comme une nuée, leurs caméras flashant, leurs questions cinglantes comme des coups. « Madame Thompson, pensez-vous qu'elle aurait pu fuguer? Monsieur, y a-t-il des ennemis dans votre passé ?» Laura et Marc se tenaient sur leur porche, Laura serrant une photo d'Émilie, jusqu'à ce que ses doigts blanchissent, Marc muré dans un silence, son regard si brûlant, qu'un journaliste recula. Les théories proliférèrent comme des ronces empoisonnées, un vagabond de passage, un voisin au secret, ou des murmures d'une secte tapie dans les collines, nourris par des récits de lumière clignotante, dans les bois, et d'un cri perçant, que certains habitants juraient avoir entendu cette nuit-là. Mais aucune piste ne tenait. Émilie avait disparu comme si la tempête l'avait arrachée du monde, ne laissant que l'écho de son absence. Les semaines se transformèrent en mois, l'hiver enveloppant Willow Creek, d'un manteau de glace qui craquait sous les pas, transformant le village en un tableau figé, où chaque ombre semblait cacher un secret. Laura cessa de tricoter, ses mains inertes, devenues étrangères, incapables de créer. Elle passait ses jours dans la chambre d'Émilie, intacte, un mausolée où les autocollants d'étoiles pélissaient, où les murs roses s'effaçaient sous la lumière cruelle du temps. Le dessin sur le bureau restait, poussiéreux, le crayon violet veillant comme un gardien muet. Laura remarqua des détails troublants, des craquements dans le grenier à minuit, une brise froide dans le couloir, sans source apparente, un murmure qui pouvait être son imagination ou un écho d'Émilie. Une nuit, elle trouva une plume noire, identique à celle du bois, posée sur le rebord de la fenêtre, et son cœur s'arrêta. Elle n'avait pas ouvert la fenêtre depuis des semaines. Était-elle en train de perdre la raison? Elle vérifiait sans cesse le loquet cassé, le caressant comme si elle pouvait invoquer sa fille. Marc s'enfonça dans le travail, réparant des voitures avec une rage mécanique, ses mains tremblant hors des regards. La nuit, il buvait dans le garage, le bourbon brûlant sa gorge, sans apaiser la douleur. Une fois dans un délire éthylique, il crut voir Émilie dans la cour, son imperméable jaune luisant sous une lune argentée. Il se précipita dehors, trébuchant, criant son nom, mais il ne trouva que des feuilles humides, et un silence qui l'écrasa. Ce soir-là, il ramassa une plume violette, brillante, près de l'arbre où il avait cru la voir. Et il la cacha dans sa poche, incapable de l'expliquer. Le village tentait de panser ses plaies, mais l'absence d'Émilie était une ombre omniprésente. Les enfants chuchotaient des histoires sur la maison hantée des Thompson, s'osant approcher, tandis que les adultes évitaient la rue Maple, verrouillant leurs portes pour la première fois. À la taverne, les théories s'assombrissaient avec l'alcool. Certains accusaient les Thompson, murmurant des soupçons de négligence ou pire. D'autres parlaient d'un tueur en série,
Un loup déguisé en voisin sourit. On ne connaît jamais vraiment les gens, disait un vieux pêcheur, ses yeux fixant son verre comme s'il y voyait des fantômes. Grayson, à la veille de la retraite, portait le cas comme une malédiction, son bureau croulant sous des rapports inutiles, ses rêves hantés par Emily, tenant M. Flopsy, ses yeux fixés sur une fenêtre qu'il ne pouvait atteindre. En 2014, les Thompson n'étaient plus que des ombres d'eux-mêmes. Laura, jadis rayonnante, se mouvait comme une marionnette au fils coupé, rangeant des livres à la bibliothèque avec des mains tremblantes, ses yeux perdus dans un horizon. La nuit, elle s'asseyait dans la chambre, relisant Le Jardin secret, sa voix un murmure brisé, convaincue qu'Émilie l'entendait, quelque part dans les... Elle commença un journal, des pages remplies de lettres à sa fille, débordant de promesses de la retrouver, de confessions de culpabilité pour n'avoir pas entendu la tempête, pour n'avoir pas senti le danger. « Je t'aime, ma chérie, je te trouverai toujours », écrivait-elle, ses larmes tachant l'encre, ses nuits blanches devenant un rituel d'autoflagellation. Une fois, elle trouva une page qu'elle ne se souvenait pas avoir écrite. Elle est encore ici, griffonnée dans une écriture tremblante, presque enfantine. Elle fixa la porte, le cœur battant, mais n'osa pas vérifier. Marc, les yeux creusés par des cernes noires, travaillait jusqu'à l'épuisement, ses clients remarquant ses mains tremblantes, ses silences prolongés. Il avait cessé de boire après un accident au garage, où une clé à molette glissa, manquant de peu son crâne, mais le vide restait, un gouffre qui menaçait de l'engloutir. Il se mit à sculpter des animaux en bois, lapins étoiles, oiseaux, les posant sur le perron comme des offrandes, incapable d'expliquer pourquoi. Une nuit, il trouva une autre plume violette, sur l'une de ses sculptures, et il la cacha avec la première, son esprit vacillant entre espoir et terreur. La mémoire d'Émilie s'effaçait dans le village, ses affiches, déchirées par le vent, étaient remplacées par des annonces de foires locales. Mais les Thompson restaient à la rue Maple, liés à la maison où les rires d'Émilie résonnaient encore dans les murs, où l'écharpe violette pendait, inachevée, ses franges captant la poussière comme des souvenirs brisés. En 2015, Willow Creek changeait sous la surface. De nouvelles familles arrivaient, attirées par des loyers abordables, ignorantes des cicatrices du village. L'ancienne école primaire, fermée en 2014 pour des raisons budgétaires, était une ruine silencieuse, ses fenêtres barricadées, son terrain envahi de mauvaises herbes, qui semblaient dans le... Des graffitis couvraient ses murs, certains anodins mais d'autres, des cercles barrés de lignes, des étoiles tordues, des symboles, qui semblaient écrits dans une langue. Le conseil municipal, pressé d'effacer le passé, décida de démolir l'école, pour construire un hôpital communautaire, un symbole de renouveau. En février 2015, Javier Morales, un ouvrier de 38 ans, père de 2 filles, fut chargé de démolir un mur du sous-sol. Javier, arrivé à Willow Creek après un divorce tumultueux, cherchait un nouveau départ, mais il ressentait une étrange pesanteur dans cet endroit, comme si les ombres l'observaient. Il frappa le béton avec son marteau, pestant contre sa solidité, jusqu'à ce qu'un craquement libère un souffle d'air froid, chargé d'une odeur d'humour et de métal, la même qui avait hanté la chambre d'Émilie. Un compartiment caché apparut, un espace étroit qui semblait avaler la lumière, ses murs gris couverts d'éraflures, comme si des ongles avaient tenté de les déchirer. Au centre, une boîte de métal rouillée, ses bords griffés, semblait attendre, un artefact d'un rituel. Javier, le cœur battant, l'ouvrit, et l'air s'alourdit, comme si le compartiment retenait un secret vivant. À l'intérieur, il trouva un lapin en peluche délavé, son pelage emmêlé, un œil pendant par un fil, des chaussons d'enfant aux lacets effilochés semelles usées, un carnet rempli de dessins à crayon de couleur, fleurs, étoiles, une maison au toit rose, les pages friables, une mèche de cheveux bruns nouée d'un ruban violet, intacte malgré le temps, un bracelet gravé des lettres, et une note pliée dans le carnet, écrite d'une écriture enfantine. « Aidez-moi, je suis là ». Les mots semblaient vibrer, comme si l'enfant parlait à travers le papier. Javier recula ses mains tremblantes, et appela son contremaître Tom, un homme du coin qui avait grandi avec les légendes de Willow Creek. Le visage de Tom blêmit en voyant le lapin. « C'est Monsieur Flopsy », murmura-t-il, reconnaissant les images des avis de recherche de deux. Il pensa à ses propres filles, à leurs peluches alignées sur leur lit, et un frisson le traversa, un pressentiment qu'il ne pouvait ignorer.
Le site fut bouclé en quelques heures, envahi par la police, les experts médico-légaux et les journalistes piétinant la boue avec leurs caméras. Grayson, retraité mais rappelé comme consultant, sentit ses mains trembler en ouvrant la boîte. Une Polaroid à l'intérieur le figea. Emily, le visage pâle, les yeux écarquillés de terreur, fixant l'objectif dans une pièce, au papier peint écaillé, une ampoule nue pendant du plafond. Elle portait ses boucles d'oreilles, un cadeau de Laura pour son 7e anniversaire, des étoiles scintillantes qui semblaient moqueuses dans cette lumière crue. La photo estampillée du 13 octobre 2000. Les mots s'enfoncèrent dans l'esprit de Grayson comme une lame. Il trouva aussi un autre objet, presque oublié dans la boîte, un morceau de tissu violet, déchiré, assorti à l'écharpe de Laura, avec une tache sombre qui pouvait être du sang. Il confia l'affaire à Sarah Klein, une détective arrivée à Willow Creek en 2014, attirée par ce mystère non résolu. Sarah, 32 ans, aux yeux verts perçants, et à l'esprit acéré, vivait sur du café noir et des nuits blanches, son appartement un chaos de notes et de dossiers. La Polaroid alluma en elle une flamme. Elle jura de donner des réponses aux Thompson, de traquer la vérité dans les ombres de Willow Creek. Sarah plongea dans l'enquête avec une chasseuse traquant sa proie. Le sous-sol de l'école, un simple entrepôt en 2013, n'était accessible qu'à quelques employés, un détail qui la fit tiquer. Elle éplucha des dossiers jaunis dans les archives municipales, ses doigts noircis par l'encre, interrogeant d'anciens concierges, enseignants et même le gardien, un homme taciturne qui marmonnait des histoires de présence dans l'école. Son appartement devint un labyrinthe de chaos, les murs tapissés de photos, de cartes, de lignes reliant noms, dates et lieux comme un puzzle infernal. Elle dormait à peine ses nuits rouges de café et de cauchemars, ses yeux hantés par le visage d'Emily. Un nom émergea des dossiers, Leonard Price, un concierge de 50 ans discret, un homme de routine qui évitait les regards et passait ses journées dans le sous-sol, murmurant sur la vieille chaudière comme s'il lui parlait. Les registres montraient qu'il avait quitté Willow Creek abruptement après la disparition d'Emily, sans laisser d'adresse. Sarah le traqua jusqu'à un camping de caravane, délabré à 2 états de là, où il vivait sous le nom de Lenny Park. Quand elle frappa à sa porte, flanquée de 2 agents, Price ne fuit pas. Il la fixa, ses yeux gris vides, comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. Son visage, creusé par les années, semblait porter un poids plus grand que ces années, et ses mains tremblaient en ouvrant la porte, laissant tomber une clé rouillée qui tinta sur le sol. L'intérieur de la caravane était un sanctuaire morbide. Les murs étaient couverts de coupures de presse sur la disparition d'Emily, jaunies et gondolées, certaines annotées de symboles étranges, cercles barrés, étoiles tordues, lignes formant des motifs que Sarah ne comprenait pas. Des cartes de Willow Creek, marquées de points rouges, s'étalaient sur une table bancale, et un carnet, relié en cuir noir, contenait des notes cryptiques sur des livraisons et des références aux gardiens. Un hangar à l'arrière, verrouillé par 2 cadenas, dégageait une odeur rance quand Sarah le força. À l'intérieur, une réplique exacte de la pièce de la Polaroid. Un papier peint écaillé, des taches de moisissure rampant sur les murs, une ampoule nue pendant d'un fil dénudé, et une couverture d'enfant, pliée avec soin comme un notaire. Sous une planche du plancher, Sarah trouva une boîte en bois, contenant des photos d'autres enfants, leurs visages inconnus, mais leurs yeux empreints d'une peur universelle. Les photos étaient annotées de noms et de dates, certaines récentes, d'autres remontant à des décès. Une note, glissée entre elles, disait « Ils appartiennent tous ». Sarah sentit son sang se glacer. L'interrogatoire de Price fut un jeu d'échecs. Il avoua avoir construit le compartiment à l'école, prétendant qu'il servait à ranger des outils pour la maintenance. Mais sa voix se brisa lorsqu'il mentionna « le garde », un nom qu'il prononça comme une prière ou une malédiction, ses yeux fuyant vers la fenêtre, comme s'il craignait une présence invisible. Il nia avoir touché Emily, disant que la boîte était un cadeau d'un homme qu'il n'avait jamais rencontré. « Je ne pose pas de questions », murmura-t-il, ses mains tremblant sur une tasse de café rang. Quand Sarah insista sur les autres enfants, il se mura, chuchotant. « Ne cherchez pas, vous ne voulez pas savoir ce qu'ils deviennent. » Un second jeu d'empreintes sur le carnet désignait Carl Dempsey. Dempsey était un fantôme, un homme sans passé, glissant entre les registres, comme une ombre.
Sarah le traqua dans un motel, miteux au Nevada, grâce à une serveuse qui se souvenait d'un client nerveux payant en liquide, toujours surveillant la porte. Quand elle entra dans sa chambre, flanquée d'agents locaux, elle trouva un homme hagard, les joues creuses, les yeux fuyants comme un animal traqué. La chambre était un chaos paranoïaque. Fenêtres obstruées par du carton, une valise cadenassée, un journal rempli de notes cryptiques sur la garder en sécurité, et le gardien sait tout. Une photo glissée dans le journal montrait la pièce au papier peint écaillé, vide, mais une tache sombre sur le sol semblait récente, peut-être du sang. Dempsey s'effondra en sanglots sous l'interrogatoire, avouant « C'était un accident, je le jure. Je ne voulais pas. » Mais il ne précisait pas quoi, ses mots se perdant dans un murmure incohérent. La confession de Dempsey fut un lent effondrement, comme une digue cédant sous la pression. Il admit avoir observé Emily pendant des mois, attiré par sa douceur, son rire qui semblait purifier. Il avait manipulé le loquet de la fenêtre, profitant de la tempête pour masquer son intrusion. Cette nuit-là, il était monté dans sa chambre, ses bottes, laissant des traces humides sur la moquette, chuchotant le nom d'Emily pour l'attirer. Une petite aventure, avait-il murmuré, ses mots doux mais son regard froid. Emily, à moitié endormie, l'avait suivi serrant Monsieur Flocon, ses pieds nus frissons sur le plancher glacé. Il l'avait conduite au sous-sol de l'école, dans un compartiment qu'il avait construit avec Price, non pas pour des outils, mais pour un dessin si sombre que Sarah sentit un frisson glacé en l'entendant. Price, selon lui, était un complice réticent, un homme qui aidait à cacher des choses, sans poser de questions. Ils avaient gardé Emily là-dedans, nourrie de restes, ses cris étouffés par les murs. Dempsey prétendait qu'elle avait cessé de respirer, après quelques jours. Un accident, une erreur, mais ses yeux évitaient ceux de Sarah, et sa voix tremblait comme s'il cachait une vérité plus terrible. Il refusa de dire où était le corps, murmurant « Le gardien s'en est occupé, il prend toujours soin de tout. » Sarah ne le crut pas. Les traces de sang dans le compartiment, trop dégradées pour une analyse ADN, suggéraient une violence, une intention. Price, pour se protéger, accusa Dempsey d'avoir transporté un paquet enveloppé hors de l'école en décembre. Sarah apporta la Polaroid au Thompson, son cœur lourd comme une pierre. Laura, assise dans leur salon, s'effondra en la voyant, ses doigts tremblants caressant le visage de sa fille, ses sanglots résonnant comme une lamentation ancienne. Les boucles d'oreilles en étoiles scintillaient dans la photo, un rappel cruel d'un anniversaire rempli de rires, de gâteaux au chocolat et de promesses d'un avenir radieux. « Où est-elle » murmura-t-elle, ses yeux implorant une réponse que Sarah n'avait. Mark resta silencieux, ses poings serrés, son visage sculpté dans une douleur, ses yeux brûlants d'une rage qui semblait capable de tout détruire. Sarah vit ses épaules s'affaisser, comme si le poids de l'incertitude l'écrasait. Elle promit des réponses, mais en privé elle craignait que la vérité soit pire que l'ignorance. Willow Creek se fractura sous cette révélation. Les voisins se mirent à s'accuser, murmurant des soupçons dans les allées du supermarché, échangeant des regards méfiants. Certains accusaient les Thompson, chuchotant qu'ils avaient dû être négligents, ou pire, complices. D'autres pointaient du doigt des figures solitaires du village, comme le vieux Jenkins, dont le sourire jovial semblait soudain suspect. Le cirque médiatique revint en force, les journalistes campant devant la maison des Thompson, hurlant des questions sur la justice, sur la vérité cachée. Laura un jour craqua, jetant une tasse de thé brûlant vers un reporter trop insistant, ses cris brisant le silence de la rue. « Laissez ma fille tranquille !» Mark la ramena à l'intérieur, son silence plus menaçant que jamais. Mais l'enquête de Sarah ne faisait que commencer. Elle élargit son champ, ses jours et ses nuits se fondant dans un brouillard de café et d'indices. En mars 2015, elle interrogea des anciens élèves, désormais adolescents, qui se rappelaient s'être sentis observés à l'école. Une jeune fille, Anna, 17 ans, confia un souvenir qui glaça Sarah. Dempsey, dans la bibliothèque scolaire, lui demandant de garder un secret sur un endroit spécial où se cacher. Elle l'avait ignoré à l'époque, pensant à une blague, mais maintenant, l'histoire la hantait, ses mains tremblant tandis qu'elle parlait dans un café local, jetant des regards nerveux vers la porte. Il avait ce sourire, mais ses yeux étaient morts, murmura. Un autre élève étant 18 ans se souvenait de Price, toujours dans le sous-sol, marmonnant sur la chaudière, ses yeux suivant les enfants avec une intensité qui le mettait mal à l'aise. Il disait que la chaudière parlait,
qu'elle lui racontait des secrets, dit-il, riant nerveusement, mais son regard trahissait une peur ancienne. Sarah explora d'autres disparitions, découvrant des murmures dans les villages voisins, des enfants volatilisés, sans corps, sans suspect souvent avec des indices similaires, une fenêtre brisée, une nuit d'orage, un employé scolaire évaporé. Chacun portait une empreinte, comme une toile d'araignée invisible rayant les ombres. Un nouvel indice surgit en avril 2000. Elle montrait un homme ressemblant à Dempsey, chargeant un sac de lona lourd, dans une camionnette, ses mouvements précipités, son visage masqué par une capuche. La vidéo était floue, mais Sarah remarqua une tache sombre sur le sac, peut-être du sang, et une forme qui semblait bouger légèrement, comme si quelque chose à l'intérieur luttait. La vidéo n'était pas concluante, mais elle poussa Sarah à retourner à la rivière. Les plongeurs y trouvèrent un chausson d'enfant, enfoui dans la vase, avec des lacets bleus délavés, assortis à ceux de la boîte. Plus troublant encore, ils découvrirent un morceau de tissu violet, coincé dans une branche sous l'eau, identique à l'écharpe de Laura, avec une tache sombre qui sentait le fer. Ce n'était pas une preuve de mort, mais c'était proche, et l'espoir fragile des Thompson vacillait. Laura serra le chausson et le tissu quand Sarah les lui montra, ses doigts caressant les lacets, ses larmes tombant en silence. « C'est à elle !» murmura-t-elle, sa voix brisée. Marc se détourna, incapable de regarder, sa colère, un bouclier contre le désespoir. En privé, il confia à Sarah qu'il avait rêvé d'Emily cette nuit-là, tenant l'écharpe, ses yeux vides, et qu'il s'était réveillé avec l'odeur métallique dans les narines, comme un présent. Le lendemain, Sarah reçut un colis anonyme à la poste, une enveloppe sans adresse de retour, postée à Willow Creek. À l'intérieur, une plume noire brillante, et une note, écrite en une écriture tremblante. « Arrête, ou tu seras la prochaine. » La plume était identique à celle trouvée dans les bois, et Sarah sentit une main froide se refermer sur son cœur. Elle garda le colis secret, mais l'ouvrit en tension était claire. Quelqu'un savait qu'elle creusait, quelqu'un la surveillait. Elle installa un verrou supplémentaire sur sa porte, mais la sensation d'être observée ne la quittait plus, un murmure dans l'ombre qui semblait suivre ses pas. Parfois elle entendait un craquement dehors, ou voyait une silhouette au coin de sa rue, mais quand elle regardait, il n'y avait rien. Le procès de Dempsey et Dempsey en septembre 2015 fut un spectacle médiatique, la salle d'audience bondée de journalistes, d'habitants, et des Thompson, assis au premier rang, leurs visages sculptés dans le chagrin. Dempsey plaida coupable pour enlèvement, mais maintint que la mort d'Emily était accidentelle, refusant de révéler l'emplacement du corps. Son avocat le dépeignit comme un homme brisé, pas un monstre, mais le jury vit la Polaroid, les traces de sang, le chausson, le tissu vieux. Price, jugé séparément, accepta à plaider pour complicité, affirmant qu'il n'avait jamais touché Emily, qu'il suivait des ordres d'un homme qu'il n'avait jamais rencontré. Le juge condamna Dempsey à la perpétuité sans conditionnel, et Price à 20 ans. La justice clamait les gros titres, mais pour les Thompson, c'était vide. Sans Emily, sans corps, il n'y avait pas de fin. Laura commença à se rendre à la rivière, déposant des marguerites là où le chausson fut trouvé, murmurant des excuses à l'eau, qui ne répondait rien. Marc sculptait ses figurines, avec une rage accrue, ses mains saignant des coupures, comme si la douleur pouvait ramener sa fille. Une nuit, il trouva une plume violette sur une étoile sculptée, et il s'effondra ça, hurlant le nom d'Emily dans l'obscurité. Sarah ne s'arrêta pas. En privé, elle confia à un collègue, le détective Mike Ramsey, un homme bourru, qui avait vu trop de cas s'enliser, qu'elle croyait qu'Emily pouvait être vivante. « C'est une théorie folle, dit-il, mais Sarah ne pouvait pas lâcher. Ses rêves étaient hantés par la pièce écaillée, les yeux d'Emily dans la Polaroid, et cette inscription en rouge. Elle suivait des pistes dans d'autres villages, d'autres disparitions, traquant des indices d'un réseau, des compartiments cachés, des employés scolaires, évaporés, des notes marquées du gardien. En 2016, un médaillon gravé, et fut retrouvé dans un entrepôt abandonné en Idaho, accompagné d'un carnet mentionnant Lily Harper, une fille disparue en deux. Les cas étaient liés par des détails troublants, fenêtres brisées, nuit d'orage, un symbole récurrent, un cercle barré d'une étoile. Sarah s'envola pour l'Idaho, rencontrant les Harper, un couple brisé par la perte, leurs yeux reflétant ceux de Laura. Ils lui montrèrent une photo de Lily portant un bracelet similaire, gravé « Ellie H », fabriqué par le même artisan local. « Il cherche quelque chose dans nos enfants », murmura Madame Harper, sa voix tremblante, et Sarah sentit un frisson glacé,
comme si une vérité plus vaste se dessinait. En 2017, Sarah reçut une lettre anonyme, postée dans une ville inconnue du Montana, Black Hollow. À l'intérieur, une phrase en écriture enfantine, « Je suis toujours là », avec un dessin et une fleur violette surmontée d'une étoile, identique au style d'Emily. Une plume noire accompagnait la lettre, et Sarah sentit son cœur s'arrêter. Elle garda le secret, comparant l'écriture à celle d'Emily, mais les résultats étaient ambigus. Elle se rendit à Black Hollow, un village plus petit que Willow Creek, où les habitants l'observaient depuis des fenêtres closes, leurs murmures comme des avertissements. Une cabane abandonnée indiquée par des coordonnées dans la lettre, révéla des dessins d'enfants sur les murs, fleurs, étoiles, une maison rose, un médaillon gravé, Etty, contenait une photo d'une fille, peut-être Emily, plus âgée, les yeux éteints. Une note disait « Le gardien m'a emmené au nord ». Sarah entendit un craquement dehors, des pas sur le gravier, mais ne trouva qu'une empreinte de botte, avec un motif distinct, en spirale, gravé dans la boue. En 2018, Sarah élargit son enquête, une course contre le temps. Elle rencontra un informateur, Elias Kine, un ancien employé de l'école, qui avait quitté Willow Creek en 2000. Elias, nerveux, parlait vite dans un bar, enfumé, disant qu'il avait entendu parler d'un réseau, une organisation qui collectionnait des enfants pour des clients. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Elias disparut, son appartement vidé, une plume violette, laissée sur son lit. Sarah soupçonna une taupe dans la police, quelqu'un alertant le réseau. En 2019, un autre chantier à Boise découvrit un compartiment avec un médaillon et une note sur un lieu sûr au Canada. Sarah relia les indices à une entreprise, Gray Enterprise, à Vancouver, une façade pour des transactions immobilières douteuses. En 2020, Sarah, avec la journaliste Camille Moreau, infiltra une piste menant à Richard Grayson, un homme d'affaires de 60. Camille, ambitieuse et secrète, avait ses propres motifs, cherchant un scoop pour lancer sa carrière, mais Sarah lui faisait confiance, à tort. Elles surveillèrent la demeure, notant des gardes armés et des drogues. En novembre 2021, Camille obtint une invitation à une gala caritative de Grayson, se faisant passer pour une philanthrope. Sarah, déguisée en son assistante, entra, son cœur battant alors, qu'elle scrutait la salle opulente, pleine de visages masquant des secrets. Grayson, charismatique, avait des yeux froids, comme s'il voyait à travers elle. Pendant que Camille distrayait les gardes, Sarah descendit au sous-sol, trouvant une porte blindée marquée d'un cercle barré. À l'intérieur, un coffre contenait des dossiers, nom d'enfant, date, lieu de transfert, paiement à des complices, dont Price et Dempsey. Un carnet en cuir détaillait les opérations du Monsieur Gray, mentionnant un projet final, dans les Caraïbes. Un dessin signé montrait une fille aux boucles d'étoiles, plus mature, comme si Emily avait continué à dessiner, sous contrainte. Une liste de Polaroid indiquait des destinations, Australie, Europe, Amérique du Sud. Le nom de Lily était barré, non conforme. Sarah photographia tout, mais un cri d'alarme la força à fuir, échappant de justesse par une sortie dérobée. En regardant en arrière, elle vit une ombre à la fenêtre, immobile, comme si Grayson savait. En 2022, Sarah et le FBI avec Interpol arrêtèrent Grayson après un raid. La demeure cachait des compartiments au sous-sol, avec des couvertures, des jouets et une salle insonorisée qui puait la peur. Les dossiers prouvaient que Grayson était le Monsieur Gris, dirigeant un réseau de trafic d'enfants, impliquant des politiciens, des hommes d'affaires et un juge local. Un dossier sur Lily révéla qu'elle mourut en 2015 au Mexique, son corps perdu dans un accident. Sarah brisa la nouvelle aux Harper, qui s'effondrèrent en silence. Mais Camille trahit Sarah, publiant un article explosif avant que le FBI ne sécurise les preuves, alertant les complices. Sarah, furieuse, coupa les ponts avec elle. En 2023, un raid aux Bahamas trouva un complexe souterrain, avec des cellules et un laboratoire médical, suggérant des expériences. Sarah découvrit un DVD avec une vidéo d'Emily en 2020, enseignant le dessin à d'autres enfants, sa voix ferme mais ses yeux brisés. En 2024, Sarah localisa une femme dans un refuge au Montana, nommée Ella, portant un bracelet, Etty. L'ADN confirma qu'elle était Emily. Les retrouvailles furent déchirantes, Laura s'effondra dans ses bras. Mark murmura son nom comme une prière. Emily, marquée, se souvenait de bribes. La tempête, l'homme, des pièces cachées. Les Thompson l'aidèrent à guérir, Laura lui lisant Le Jardin secret, Mark sculptant des étoiles.
En 2025, le procès de Grayson le condamna à perpétuité, démantelant le réseau sauf Emily, devenue artiste, fonda une organisation pour les disparus, ses toiles vibrant d'espoir. Sarah, épuisée, mourut en 2025, trouvée dans sa maison avec un crayon violet à la main, son héritage intact. Les Thompson dédièrent une exposition à Lily, et Emily laissa une fleur sur la tombe de Sarah. Willow Creek guérit, ses lumières dorées scintillant, tandis que les Thompson, unis, trouvaient la paix dans l'amour d'Emily, retrouvée grâce à Sarah.